À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Référence Petite Enfance. J'ai le plaisir d'accueillir Delphine Mini, qui représente le REMI, le regroupement des entreprises de microcrèches indépendantes, et qui elle-même est déléguée régionale du REMI. À côté de ça, évidemment, elle a son entreprise de microcrèche. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est le REMI ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Le REMI, c'est une association, comme son nom l'indique, qui regroupe les entreprises de microcrèches qui sont indépendantes. Le but étant vraiment de se dissocier des grands groupes qui n'ont pas forcément le même fonctionnement que nous à titre vraiment indépendant. Donc cette association a été créée suite à la période Covid, où avec le confinement, etc., on s'est retrouvés encore plus isolés que d'habitude en tant que gestionnaire de microcrèches. Ça émane en fait de groupes sur Facebook où on discutait entre gestionnaires. On s'est beaucoup rapprochés suite à des valeurs communes qu'on s'est trouvées dans nos échanges. Du coup, on a créé le REMI, qui permet justement de sortir chaque gestionnaire de l'isolement. Ça permet du coup de pouvoir créer des échanges, du soutien, échanger sur le quotidien. Enfin, vraiment, les sujets sont divers et variés et sont des réels sujets du quotidien de gestionnaires de microcrèches. Oui, parce que toi, tu as créé ta première microcrèche en septembre 2019. Tu t'es pris la crise sanitaire de plein fouet alors que tu étais en montée en charge. Enfin, tu venais d'ouvrir, quoi. Donc, c'est remplissage, etc. À peine 6 mois d'ouverture, on s'est retrouvés à devoir fermer. Donc, du coup, c'est forcément un début qui fait peur. c'est déjà un début qui fait peur sans la période Covid, sans le confinement. Mais là, du coup, au bout de 6 mois d'ouverture, effectivement, c'était un peu le choc de l'annonce du confinement et de comment ça allait se passer. En plus, du coup, pour moi, les premiers pas dans le monde de l'entreprise, de la gestion. Et ça a été vraiment un réel soutien de pouvoir échanger avec d'autres gestionnaires de microcrèches qui étaient pour certains beaucoup plus aguerris. Moi, de base, je suis de la petite enfance. Donc du coup, tout ce qui est gestion, RH, etc., j'apprends. Alors j'ai des formations, j'ai déjà eu quelques clés en main, mais après c'est vraiment dans le quotidien où j'apprends sur le terrain. Et le fait de pouvoir être entouré d'autres gestionnaires qui vivent les mêmes problématiques que moi, c'est vraiment très très aidant et c'est vraiment ce qui crée l'essence même du REMI en fait. À cette époque-là, il n'y avait pas de REMI, en fait. Oui, c'était pas encore officialisé, effectivement. C'était juste un regroupement entre gestionnaires de microcrèches qui s'est créé pour se soutenir et où on s'est trouvé du coup des valeurs communes. C'était un regroupement informel de collègues, en fait, qui sont dans la difficulté parce qu'il y a le Covid et puis on se serre les coudes. Donc, c'est vraiment né de cette confraternité. Et toi, tu dis que tu étais déjà dans la petite enfance, tu étais infirmière puéricultrice, hein ? Oui, c'est ça. Je suis infirmière puéricultrice de formation. J'ai travaillé en réanimation néonatale. Mais en fait, de base, j'ai fait mes études d'infirmière puis de puéricultrice pour travailler en crèche. Donc, je suis revenue à mon premier projet qui était dans ma tête depuis je ne sais même plus quel âge, tellement c'était une évidence pour moi. C'était ta vocation, quoi. C'est ça, exactement. Je sais. Alors ça fait très cliché, je fais ça parce que j'aime bien les enfants, mais en même temps, heureusement, heureusement que c'est la base du projet. Mais c'est clairement ça. Je sais pas comment l'expliquer. Ça a toujours été ma vocation. Et tu as réalisé ton rêve en 2019, enfin en 2018, j'imagine, parce qu'il y a quand même un petit temps de réalisation du projet. C'est ça. Et entre-temps, en fait, entre la période où j'ai travaillé à l'hôpital en réanimation néonatale et la période où j'ai ouvert ma propre structure, j'ai travaillé dans des postes en crèche pour des grosses structures et pour des gestionnaires privés également. Combien de temps tu as travaillé en crèche, du coup ? Avant d'ouvrir mes micro-crèches, j'ai travaillé pendant 2 ans. 2 ans, ok. Donc, tu as fait beaucoup aussi de réa-néonate, donc tu as une expérience d'infirmière puéricultrice assez importante, et là, tu réalises ton rêve. En 2019, tu ouvres ta première micro-crèche, tu en as ouvert une autre en 2022, et là, tu as envie d'en ouvrir une troisième. Je crois que ça va peut-être se concrétiser, mais bon, on va pas te porter la poisse en parlant, on laisse ça de côté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'ouverture, il y a eu cette crise qui a été un vrai challenge, et que finalement, on voit que tu t'en sors, là, en ce moment... ça se stabilise, tu développes ton petit groupe, ça se passe très bien en plus dans tes crèches qui s'appellent Prête-moi ta plume, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Les 2 premières microcrèches sont situées sur Landa, et là, du coup, le troisième projet, ce serait sur un village voisin qui devrait normalement peut-être voir le jour prochainement.
T'es déléguée régionale de ta région, c'est quelle région? Oui, c'est ça, dans les Hauts-de-France. Alors je suis déléguée avec Béatrice et parce qu'il y a quand même beaucoup d'adhérents sur cette partie haute de la France. Et du coup, on a scindé en deux et moi, je suis vraiment référente, si on peut dire, pour les adhérents du 59 et du 62. Et Béatrice, du coup, à l'autre partie des Hauts-de-France. Pour resituer pour les auditeurs, donc en fait, le Rémi, c'est un regroupement national avec des petites antennes régionales, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a le bureau du Rémi qui existe, et ensuite on a pour chaque région des délégués régionaux, ce qui permet de créer vraiment du lien en local et d'avoir un interlocuteur privilégié. Les adhérents de chaque région en fait savent qui est le délégué de la région et ils peuvent du coup avoir des contacts en direct, sollicités par mail. Alors il y a même des groupes Messenger ou Facebook qui se sont mis en place, et du coup il y a vraiment des échanges qui permettent de tourner plus sur des problématiques locales, comme par exemple si on a des fournisseurs. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup la question des fournisseurs de repas, puisqu'entre ceux qui ont ouvert, ceux qui ont fermé, ceux qui n'étaient plus capables de livrer en temps et en heure, etc. Il y a eu par exemple beaucoup de questionnements sur vous, avec qui vous travaillez pour les repas des enfants. Et c'est vrai que du coup, d'avoir un interlocuteur qui soit local, c'est quand même plus facile. On va forcément pas pouvoir faire appel au même traiteur que celui qui est dans le bas de la France. Ça fait un peu loin pour se faire livrer les repas. Oui, puis il y a un autre intérêt, c'est que vous êtes très nombreux et du coup là on a des groupes à taille humaine où on peut avoir des échanges tout le temps, quoi, en fait, en continu. On est moins contraint en fait que quand on est tous ensemble sur des grosses réunions. Alors le rôle du Rémi aujourd'hui dans le paysage de la petite enfance en France, ce serait quoi? Alors le rôle du Rémi, c'est vraiment de faire entendre notre voix et notre point de vue en tant que micro-crèche indépendante, et du coup de pouvoir œuvrer vers la qualité d'accueil pour les enfants, mais aussi envers les conditions de travail pour les professionnels de la petite enfance. Donc du coup, notre démarche, elle est vraiment dans ce sens-là. Et au niveau national, on a par exemple eu l'occasion de pouvoir participer aux tables rondes des printemps de la petite enfance, de la rentrée de la petite enfance. On a eu des échanges aussi dans le cadre de l'enquête de l'IGAS. On participe au comité de filière petite enfance. Donc on est quand même déjà très représentatif des micro-crèches indépendantes et on arrive à faire entendre notre point de vue et ce pourquoi on œuvre au quotidien. Ouais, vous êtes invité quand il y a des événements, quand il y a des enquêtes ou des travaux au niveau national avec le comité de filière ou l'IGAS. Donc on vous consulte maintenant, ce qui est une vraie reconnaissance. Toi, tu disais au début de l'interview que vous vous dissociez en fait des grands groupes, pas par dénigrement, mais parce que vous avez l'impression que vous avez un fonctionnement et des enjeux qui sont différents. Les adhérents du Rémi, c'est quoi? Tu peux me donner quelques chiffres? Alors le Rémi, du coup, représente en fin 2023 290 adhérents, ce qui équivaut à 640 micro-crèches. Donc on est quand même déjà pas mal nombreux pour faire entendre notre voix, en sachant qu'en 2023, il y avait 507 000 places d'accueil en France, dont 420 000 en PSU. Donc du coup, on en déduit forcément que pour les places en financement PAGE, ça représente 87 000 places en 2023. Du coup, si on fait le prorata, on peut dire que le Rémi représente quasiment 10% de l'ensemble des micro-crèches. C'est plutôt des entreprises qui ont combien de crèches? Alors au niveau des adhérents du Rémi, on est sur une moyenne de 2 micro-crèches par gestionnaire. Donc parmi ces gestionnaires, il y a quand même 65% des gestionnaires qui sont issus du monde de la petite enfance, dont 50% qui travaillent directement, comme on pourrait dire, sur le terrain, ce qui montre quand même un réel ancrage au plus près des enfants et des équipes. On est vraiment impliqué au quotidien, on engage vraiment notre responsabilité. On est aussi bien un engagement financier qu'au niveau familial. Enfin, on est vraiment au plus proche de ce que vivent aussi les équipes. Oui, c'est vraiment la TPE, c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire le patron qui est très impliqué sur son terrain, qui même est du métier souvent, puisque tu dis 65% de vos gestionnaires, c'est ça, qui sont issus de la petite enfance. Oui, c'est bien ça. Et dont certains qui veulent même travailler sur le terrain, ce qui est quand même un très gros challenge quand on est gestionnaire de crèche, d'être sur le terrain, parce que du coup, on a beaucoup de casquettes et on mélange les fonctions, on mélange un peu les genres. Donc pour manager son équipe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est en cela en fait que vous êtes assez différent peut-être des autres modes de structure, les modes de fonctionnement des structures, parce que vous avez ce côté très TPE où il y a cette difficulté supplémentaire en fait de poser un cadre un peu plus flou, parce que nous-mêmes on est du métier, parce qu'on est aussi beaucoup plus sur le terrain. On n'a pas non plus des moyens énormes dans une petite structure. Les ressources sont pas les mêmes non plus.
C'est exactement ça. Enfin, d'ailleurs, au niveau des adhérents du regroupement des entreprises de microcrèches indépendantes, il y a quand même 70% des gestionnaires qui se payent à peine le SMIC, en fait. Alors quand on sait qu'en plus ils sont sur le terrain, enfin, voilà, ils ont quand même un poste sur le terrain, la responsabilité, ils ont engagé beaucoup d'investissements personnels. Ben, on voit que financièrement, c'est pas pour autant qu'ils s'en sortent, contrairement à l'idée reçue qui est que en microcrèche privée, on se remplit les poches. Nous, on voit bien en étant vraiment au plus près des adhérents que c'est loin d'être le reflet de la réalité. En plus, il y a aussi des charges qui sont venues se greffer, comme les analyses de pratique, le référent santé accueil inclusif. Alors c'est très bien, ça va vers la qualité d'accueil et c'est tant mieux. Là où c'est un souci, c'est que du coup, ça engendre des frais supplémentaires, qu'en plus, il faut encore réussir à recruter, parce que du coup, les candidatures aussi sur ces postes-là ne sont pas forcément à tous les coins de rue. Ouais, je comprends ce que tu veux dire forcément parce que moi je suis gestionnaire de crèche, donc j'ai géré des crèches pendant 15 ans. Et évidemment, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc en fait, c'est qu'en France, on a une forte exigence de qualité. Donc on a toutes ces règles et ces contraintes qui permettent d'assurer et de garantir au moins un minimum de qualité. Pas toujours le maximum, mais au moins on peut pas aller en dessous d'un certain seuil. Mais en fait, toutes ces exigences et ces normes représentent un coût, c'est un impact budgétaire en fait énorme puisqu'il y a le taux d'encadrement, il y a le matériel, il y a effectivement les intervenants comme le RSAI, etc. Qui fait que, en face de cette exigence de qualité, il faut des moyens et on n'a pas forcément toujours les moyens. Donc en fait, la triste réalité de beaucoup de gestionnaires dont tu parles en fait que vous représentez, c'est aussi des gestionnaires qui n'arrivent pas forcément à se payer. Donc quand même 70% des gestionnaires qui sont au SMIC, c'est énorme. Moi, je me représentais pas forcément une telle proportion. Je dois dire que je suis un peu surprise. Et puis, en plus, comme tu disais, vous êtes un peu moins de 10% des micro-crèches de France. Donc, en fait, il y en a plein qu'on connaît pas, qui sont en dehors de ces 10% et qui viennent aussi, je pense, se rajouter à ce constat. Et vous n'avez pas encore tout le monde. Donc, il y en a plus que ce qu'on imagine, en fait, des gens qui ont des difficultés financières et qui s'investissent dans ce rêve. Toi, tu disais, c'était mon rêve. Mais avoir une entreprise, c'est à la fois un grand bonheur, mais c'est aussi beaucoup de challenges et c'est pas toujours aussi simple que les gens le pensent. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est aussi un reflet des adhérents du Rémi, c'est que pour beaucoup, comme on est issu du monde de la petite enfance, on n'a pas forcément toutes les clés pour ce qui est la gestion d'entreprise et une grosse partie aussi qui est les ressources humaines. Hein. Enfin, voilà, tout ce qui est partie RH, on sait que c'est une partie qui est très compliquée, surtout dans un temps où on manque beaucoup de candidatures. Mais du coup, le fait de pouvoir s'appuyer sur le vécu et les conseils d'autres gestionnaires, c'est vraiment très aidant. On se sent du coup beaucoup moins seul. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a un vrai tabou de l'argent en fait en France en général, mais surtout dans le secteur social. Au Rémi, vous arrivez du coup à parler de ces problématiques financières et budgétaires, et c'est ça aussi qui permet de crever l'abcès, on va dire. C'est ça. En fait, ça permet vraiment de lever le tabou. Bon, enfin voilà, hein, moi avant j'étais salariée, issue du social. Enfin, effectivement, quand on parlait de gestionnaire, j'ai d'ailleurs dû me réconcilier avec ce terme de gestionnaire, hein, parce que ça a été compliqué pour moi d'admettre que j'étais devenue gestionnaire de crèche. Mais en même temps, c'est la réalité du quotidien et qu'à un moment, on peut pas faire de qualité sans avoir de l'argent qui entre. On peut pas faire tourner l'entreprise parce que c'est une entreprise. Du coup, il faut forcément les moyens qui viennent en face pour pouvoir faire de la qualité et faire tourner l'entreprise correctement. Je sais que dans le monde de la petite enfance, comme dans beaucoup d'endroits, on n'est pas du tout payé à la hauteur de nos responsabilités, notre qualité de travail. Cela dit, ça reste, c'est une réalité et c'est difficile. C'est pas qu'on veut pas payer plus nos professionnels, bien au contraire. C'est que du coup, si on veut que ça tourne et garder des moyens pour mettre des projets en place et faire tourner les choses correctement et que les postes perdurent, parce que je pourrais dire demain on double les salaires, mais du coup dans un an, même peut-être avant, on serait fermé, ça n'a aucun intérêt non plus. Et ça, c'est la dure réalité quand on vient du social et qu'on s'est fait tout un monde en disant qu'on allait réussir à faire en sorte que ce soit moins cher pour les familles, plus accessible pour tout le monde, qu'on va payer plus cher nos pros et que en plus nous on va se sortir un salaire correct. On se rend compte que ça marche pas si facilement que ça et que du coup forcément il faut réussir à tenir un équilibre. Ouais, en fait, tu parles de se réconcilier. Et je pense qu'il y a deux personnes avec qui tu te réconcilies. Il y a à la fois l'image du grand méchant patron, du gestionnaire de crèche, où tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si simple et que être patron, même d'un grand groupe, ils peuvent aussi avoir des difficultés comme nous, les plus petites entreprises. Et dans les entreprises de crèche,
il n'y a pas de réel hiatus. On peut pas dire que voilà tous les grands groupes sont ultra rentables et les petites crèches ne le sont pas. Enfin, c'est pas aussi simple en fait. On a tous des enjeux difficiles avec une pénurie de professionnels très importante. On a des taux d'encadrement importants, donc une masse salariale élevée. Tout ça, c'est des challenges et puis c'est pas un métier de production. On produit rien. Donc pour que ce soit rentable, pour qu'on puisse être ne serait-ce qu'équilibré, il faut que quelqu'un paye. Donc les coûts sont importants. Accueillir de façon qualitative un enfant dans une crèche pour un mois, ça coûte entre 1600 et 2000 euros par mois par enfant. Que ce prix-là, qui le paye? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'État? En tout cas, c'est pas un métier où on produit un hamburger et du coup il y a quelqu'un qui paye pour le manger, quoi. Donc là, c'est clairement pas un métier productif. Moi, j'ai l'impression, dans ce que tu dis aussi, que dans les TPE et surtout le fait qu'il y ait beaucoup de professionnels issus du secteur social, vous avez cette culture sociale qui est plus forte que votre culture business, et que c'est ça aussi qui est compliqué parce qu'on veut être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est quand même c'est du business, quoi. Le mot est tabou, le mot est mal vu, mais on veut pas parler de rentabilité, on veut pas parler de finance, on veut pas parler de business. Et voilà, une entreprise, il faut que ça tourne, il faut pouvoir payer ses salariés. Et ensuite, quand on a de l'excédent, donc une certaine rentabilité, on peut réinvestir ce qu'on a gagné dans du plus. Donc ça peut être de la rénovation, ça peut être des services. Vous avez des crèches qui ont des psychologues, qui ont des intervenants extérieurs, qui ont de la psychomotricité. Enfin, il y a plein de projets qui coûtent de l'argent. Et c'est vrai qu'on entend parfois dire oui, mais les crèches, il n'y a pas besoin, c'est pas une question d'argent, c'est l'humain, etc. Mais bon, en vrai, nous... On sait qu'il faut quand même de l'argent pour que ça tourne. D'ailleurs, il y a les gestionnaires qui ont cette image d'argent, mais il y a aussi, à ma connaissance, pas beaucoup de bénévoles qui travaillent dans les crèches gratuitement. Donc quelque part, la question d'argent, elle se pose aussi. C'est facile de la renvoyer vers le gestionnaire, mais On est d'accord. C'est pour ça que je disais, en fait, il y a vraiment à la fois tu te réconcilies avec le côté les patrons de crèche, ils sont pas cool et ils se font plein d'argent. Donc tu t'es rendu compte qu'en fait, toi, en étant patron, c'était pas aussi simple. Et puis à la fois la réconciliation aussi, ne serait-ce qu'avec le monde de l'entreprise et le business en général, et de se dire, en fait, entreprise de crèche ou entreprise tout court, ça reste une entreprise. Et moi, j'ai géré aussi, tu sais, une association de crèche pendant 9 ans. J'ai toujours considéré que c'était une entreprise aussi. C'est pas parce qu'on est une association qu'on n'a pas les mêmes contraintes financières. C'est même très lourd en fait en gestion, une association. Et je faisais tout mon maximum pour qu'on soit rentable, qu'on dégage un peu de marge et qu'on puisse du coup réinvestir, faire des projets pour notre crèche, verser des primes aux salariés. Chaque année, je savais que si j'avais un petit excédent, l'année prochaine, ça allait être encore mieux. Je pense qu'il faut vraiment lever cette idée reçue et ce tabou de l'argent dans le secteur de la petite enfance. En tout cas, moi, c'est un peu mon combat. Et je pense que les valeurs du Rémi, c'est aussi ça, c'est la sincérité, la réalité du terrain. On n'est pas là pour... c'est ça, exactement. Et au-delà du gestionnaire ou du type d'entreprise, etc., c'est de se dire que dans tous les domaines, il y en a qui font pas bien leur boulot, mais il y en a aussi beaucoup qui le font très très bien. Et que ce soit du public, du privé, de la grosse crèche, de la petite crèche, la qualité n'a rien à voir avec le statut en fait. Le tout, c'est de vouloir se donner les moyens. Et justement, quand on adhère au Rémi, on s'engage à respecter notre charte qui est forcément en faveur de la bienveillance, de la qualité d'accueil, et c'est une charte aux valeurs fortes. Du coup, ça permet de pouvoir se soutenir entre nous, mais pour œuvrer dans ce sens-là. Pourquoi toi, t'as voulu être dans ce regroupement et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte, le Rémi, à toi et aux autres adhérents? Je vais parler pour moi, mais je pense représenter justement un peu le parcours de pas mal d'adhérents. C'est que justement de cette casquette de sociale, j'ai trouvé du soutien sur tout ce qui est gestion, des problématiques RH, des choses qu'on ne sait pas forcément parce que effectivement, quand on n'a pas eu la formation complète, on apprend un peu sur le tas. Et ça permet des fois d'avoir des outils. Des fois, c'est des choses toutes bêtes, mais un document à mettre en place dans notre structure, des avis sur un protocole. Enfin, c'est vraiment riche
riche parce que ça peut vraiment être sur tous les sujets du quotidien. Et on se rend compte aussi, du coup, en échangeant, que des fois, on a l'impression d'être seul face à ce qui pourrait être peut-être un petit souci pour quelqu'un, mais un très gros souci pour nous à ce moment-là. Et en fait, le fait d'en échanger, ça permet déjà, on n'attend pas forcément des réponses. Finalement, rien que le fait d'en échanger, ça permet déjà de lever un gros poids, de prendre du recul par rapport à la situation et de se sentir moins seul, en fait, simplement. Ça permet de pouvoir partager avec des gens qui vivent le même quotidien que nous. Moi, j'en parle des fois à mon conjoint. Il m'écoute, je dis pas le contraire, mais il vit pas les choses de la même façon parce que, oui, il est complètement détaché de ça. Là, le fait de pouvoir échanger avec d'autres gestionnaires, on sait qu'on nous comprend quand on parle de quelque chose. Oui, parce que tu parlais des RH notamment. Enfin là, tu parles des protocoles, des documentations et tout, mais il y a aussi le côté humain, le côté RH où c'est quand même. Moi, je sais que je l'ai vécu de façon assez dure, le fait de devenir manager et devoir dire non, poser un cadre, licencier, sanctionner. Des fois, c'est pas facile de devoir faire ce genre de choses. On a envie d'être un bisounours, on a envie que tout se passe bien avec nos salariés, on a envie d'être dans l'entente parfaite, sympa, etc. Mais parfois, ça se passe pas comme prévu. Et dans ces cas-là, au Rémi, t'as toujours un collègue qui est déjà passé par la même expérience et qui peut te dire, tiens, moi j'avais fait appel à tel conseil ou j'avais appliqué tel process, je m'étais organisée comme ça, je te conseille de plutôt faire le rendez-vous avec tel collègue. Enfin, voilà, des conseils pratico-pratiques en fait. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai qu'on engage quand même notre responsabilité et effectivement, on peut pas dire oui à tout quand on est face à nos salariés. Il y a un cadre quand même à tenir et des fois, c'est un peu les outils qui peuvent manquer à certains. Inversement, ceux qui sont vraiment bien équipés au niveau RH et gestion, ils peuvent aussi parfois avoir des questionnements sur la pédagogie, le développement d'un enfant, comment accompagner leurs équipes. Et là, c'est là où nous, on peut aussi apporter notre petite touche et être du coup très aidant de leur côté à eux. Moi, je sais que par exemple, j'ai un peu l'étiquette au sein du Rémi, on en rigole, mais pour tout ce qui est étude des textes, etc. Alors avec les derniers décrets qui sont sortis, il a fallu forcément s'y plonger pour connaître les nouvelles normes et tout ce qu'il y avait à mettre en place. Mais en fait, on a chacun un peu notre spécificité et du coup, on sait à qui faire appel justement quand on a un questionnement sur les textes, quand on a un questionnement sur plutôt les sujets RH, sur plutôt après tout ce qui est partenariat. Au sein du Rémi, on a également mis en place des partenariats avec par exemple des logiciels de facturation, avec des avocats, avec des fournisseurs couches, produits d'hygiène, etc. Vous avez des partenaires de confiance. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a des groupes plus ou moins gros, en fait. Donc, il n'y a pas que des tout petits gestionnaires. Donc, il y en a qui arrivent avec aussi un peu plus de bouteilles, un peu plus de moyens. Comme par exemple Fanny Schoessler, qui est assez en vue, qu'on voit souvent représenter le Rémi et qui a 17 microcrèches, je crois, chez Norcia. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a aussi des groupes un peu plus gros, avec un peu plus étoffés. Et il y a vraiment des profils très complémentaires. Donc, comme tu disais, toi, t'es très représentative du professionnel de la petite enfance, donc infirmière diplômée et puéricultrice. Fanny, elle est plutôt RH. Il y a un peu tous les profils et du coup, on se complète et on a des interlocuteurs un peu spécialisés au sein du Rémi. Alors, en ce moment, tu disais toi-même qu'il y a eu pas mal de réformes. Vous avez quelle relation avec l'IGAS, par exemple? C'est plutôt convivial, ça se passe bien? Oui, justement, on a été auditionné dans le cadre de l'enquête de l'IGAS. Et là où au début les échanges étaient plutôt un peu sur la réserve, on s'est rendu compte que les microcrèches étaient vraiment méconnues. On a eu l'impression du coup de leur montrer vraiment la réalité de terrain qui n'était pas ce qu'ils avaient eux en tête. Et du coup, ça a permis vraiment d'avoir un échange, une réelle écoute et de faire remonter nos vraies conditions de travail et d'accueil des enfants. Ouais, donc il y a eu une vraie collaboration, ils ont été à l'écoute et vous leur avez fait découvrir tout un pan du secteur. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Tu sais que j'ai interviewé Jean-Baptiste Frossard, qui est vraiment quelqu'un de, je trouve, très très sympathique et avec une intelligence remarquable. Donc je suis pas étonnée qu'il ait pris le temps vraiment de comprendre vos enjeux. J'ai envie de te poser une autre question. Je trouve qu'il y a eu un énorme microcrèche bashing en France depuis quelques années. Et j'aimerais savoir pour toi, est-ce qu'au Rémi, vous avez une idée de pourquoi on a ce microcrèche bashing et d'où vient l'acharnement en fait contre notre modèle, contre les microcrèches? Il y a déjà cette idée du gestionnaire qui s'en met plein les poches parce que c'est du privé lucratif et que du coup, comme on peut entendre, on se fait de l'argent sur le dos des enfants. Alors du coup,
Dans notre réalité de terrain, on voit que c'est pas du tout le cas, mais c'est un peu, l'idée reçue qui est véhiculée. Après, là où ça s'est beaucoup répandu aussi, c'est dans le sens où, les microcrèches se sont beaucoup développées, donc il y a un plus grand nombre de microcrèches. Donc après, c'est comme partout, quand il y a, 2-3 établissements, un qui fait pas très bien son travail, on entend parler une fois et hop, c'est tout. Quand, il y a, là, pour le coup, plus de 500 000 places, forcément, même s'il y a toujours que 1% qui fait pas du travail de qualité, du 1% de 500 000, ça va forcément faire plus de bruit que 1% de 2 ou 3, quoi. Il y a aussi les médias qui forcément ne vont pas parler de là où ça se passe bien, mais vont mettre en avant là où il y a eu des faits divers qui ne devraient même pas exister, mais qui malheureusement existent. Et du coup, c'est vrai que l'attention est plutôt tournée vers ce qui ne va pas, malheureusement, plutôt que de mettre en avant tout ce qui va. Comme tu dis, le secteur s'est développé et c'est un secteur en croissance. Donc, ce serait une critique contextuelle à cette croissance parce que au départ, il y avait quelques grandes entreprises, mais la démocratisation du secteur a été très rapide et aujourd'hui, on a énormément de gestionnaires. C'est une multiplication qui est incroyable en fait en quelques années. Donc, l'hétérogénéité du secteur, elle est venue avec cette croissance et du coup, c'est des profils vraiment hétéroclites. Donc, forcément, ça implique, comme tu dis, il peut y avoir du bien, du moins bien, c'est hétéroclite. Et ensuite, sur la taille des crèches, tu parles aussi du nombre et du fait que 1% de 10, c'est pas beaucoup, mais 1% de 500 000, c'est beaucoup. Et en fait, il y a cet effet de taille, quoi. C'est-à-dire que comme en crèche, c'est des petites structures, les micro-crèches, ça veut dire qu'on a un effet de concentration où s'il y a un problème dans une micro-crèche, c'est une entreprise qui dysfonctionne. Donc s'il y a 3 problèmes dans 3 micro-crèches, ça peut être 3 entreprises. Là où si on a, 45 micro-crèches et 3 problèmes, c'est une seule entreprise qui est mise en avant, enfin qui peut être critiquée. Donc dans les micro-crèches, le fait que ce soit plein de petites structures, ça multiplie les focus, en fait, ça multiplie les occasions de critique. Cette petite taille de structure, moi j'avais pour habitude de dire, quand on a 4 salariés, je disais souvent ça à mes professionnels au recrutement, je leur disais, quand on a 4 salariés et que vous êtes absent, c'est un quart de l'effectif qui manque dans la crèche. C'est pas les mêmes enjeux que quand on a une crèche où il y a 15 ou 20 salariés, où là, quand il y a un absent, on arrive quand même beaucoup plus facilement à se débrouiller. Et dans les micro-crèches, c'est très concentré. Donc, quand il y a un incident, c'est un peu la même chose que quand il y a un professionnel absent. Tout de suite, l'incident est beaucoup plus mis en exergue par cet effet de concentration. Pour toi, c'est pas un problème de modèle économique, c'est plus une idée reçue, en fait. Le problème économique, c'est un peu l'excuse pour nous critiquer. Quand on voit qu'en plus, nous, notre seule rentrée d'argent, c'est justement le financement aux familles. Du coup, les familles sont aidées par la CAF et la MSA pour certains, avec le complément de libre choix de mode de garde. Le problème avec ce CMG, c'est qu'il est plafonné et que, effectivement, là où c'est plus cher pour certaines familles, c'est pas du fait des tarifs de la microcrèche, c'est finalement plus cher pour ces familles-là qui dépassent le plafond imposé par la CAF. Du coup, c'est reprocher aux gestionnaires de microcrèches leurs tarifs et le fait que ce soit pas accessible à tous, alors ce qui n'est pas forcément vrai selon les secteurs et les projets mis en place, mais le problème n'est pas le tarif, mais la prise en charge CAF derrière. Comme c'est pas au prorata, les familles qui ont besoin d'un temps d'accueil en temps complet dépassent forcément le plafond de la CAF et c'est là où le reste à charge est beaucoup plus onéreux pour eux. Oui, alors pour les auditeurs qui connaissent pas forcément tous le fonctionnement, en fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est que le coût de la place, il est le même partout. C'est pas plus cher, en fait, d'accueillir un enfant en micro-crèche qu'en crèche collective, associative, privée, publique, etc. Le coût, c'est toujours, je disais tout à l'heure, on va dire que ça coûte entre 1 600 et 2 000 euros par mois d'accueillir un enfant, selon les paramètres, le loyer, etc. Mais en tout cas, si ma place, elle coûte réellement 2 000 euros à la structure, c'est surtout qui va payer parce que, effectivement, les financements sont pas les mêmes selon le type de structure. En fait, ça te coûte à toi, Delphine, ou à Fanny, chez Nurséa, ou à moi, à la Girafe étoilée, ou à la Maison Bleue, ou à la ville de Massy, ça coûte toujours le même prix de mettre en place cet accueil, à peu près, à peu de choses près. C'est-à-dire que même si on peut avoir un meilleur loyer, faire des économies d'échelle ou je ne sais quoi, mais enfin, on descend quand même pas tellement plus bas. Et donc, ce coût-là, il va falloir le financer. Et comme on sait qu'un parent lambda peut pas payer 2 000 euros par mois pour faire accueillir son enfant, eh bien, en France, on a un système de prise en charge par la CAF, essentiellement,
Il y a d'autres modes de financement complémentaires, mais bon, le plus gros, c'est la CAF. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est surtout la volonté politique. On nous a demandé à nous, les gestionnaires privés, à un moment, parce que l'État s'est rendu compte qu'il y avait un énorme manque de place. Donc ils ont dit, il faut ouvrir des crèches privées, il faut ouvrir le marché, entre guillemets, pour pallier au manque de place. Et puis maintenant, on nous reproche notre prix, mais notre prix, il est lié à nos coûts et au financement de ce coût. Donc c'est vrai que c'est dur à entendre pour les gestionnaires de microcrèches quand on leur reproche ce modèle économique, alors qu'on est complètement tributaire, nous, de ce qui est mis en place par l'État. Le coût, il est le même partout, en fait, c'est le prix qui est différent parce que le financement est différent, on est d'accord. C'est ça, tout à fait. Là, en plus, nous, au niveau des micro-crèches, on est quand même bloqué au niveau du tarif. On a un plafond qui est imposé par la CAF pour que ça puisse être pris en charge après et versé aux familles. C'est qu'on ne doit pas dépasser 10 euros de l'heure. Là où en 2013, le plafond, il était à 12 euros de l'heure, alors que le SMIC, il était à 9,40 € et des poussières à ce moment-là. Maintenant, en 2024, on a quand même dépassé 11,60 € le SMIC et on ne peut toujours pas, nous, dépasser 10 euros de l'heure pour la facture aux familles. Donc forcément, l'équilibre est difficile à trouver. Le coût a augmenté de 30% et le financement, lui, il a baissé. C'est un peu la quadrature du cercle. Le rapport de l'ONAP 2023 le rappelle, les ouvertures de places aujourd'hui reposent essentiellement sur les microcrèches. Toi comme moi, je pense qu'on est convaincus de toute façon de l'intérêt de la microcrèche, parce que si on l'a choisi, c'est aussi parce que c'est des tout petits groupes d'enfants. Et ça, c'est top d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue qualité de vie pour l'enfant, mais aussi même pour les adultes qui sont dans la structure. Évidemment, il y a aussi eu un intérêt d'un point de vue gestion parce que c'était plus simple d'ouvrir des petites crèches, de trouver des plus petits locaux, et puis il y a un tout petit peu moins de contraintes au démarrage, mais enfin, aujourd'hui c'est plus vrai. Donc moi je pense que la microcrèche a de l'avenir, et je crois que toi aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait souhaiter pour l'avenir des microcrèches aujourd'hui ? Nous, ce qu'on souhaiterait au sein du Rémi, ce serait de lever les idées reçues dont on a pu parler pendant notre échange, pour pouvoir avoir une vision plus réaliste du secteur. Il faut pas oublier que quand on se lance dans l'idée d'ouvrir une micro-crèche, le rêve, c'est vraiment de pouvoir accueillir les enfants et les familles dans des bonnes conditions. Et puis, surtout qu'il y ait un cadre qui puisse être appliqué de sorte à professionnaliser le milieu et ainsi créer une homogénéité sur les profils de gestionnaires. Oui, et d'ailleurs, en 2024, on attend beaucoup de cette année 2024 parce qu'il y a le référentiel qualité qui va sortir, qui est en cours de préparation. Tu disais tout à l'heure que vous avez été auditionné par l'IGAS dans ce cadre-là. Et donc, on peut espérer des garanties de qualité pour lutter contre l'hétérogénéité. Et peut-être que s'il y a plus de référentiels de qualité, il y aura aussi plus de financement pour mettre en place les conditions nécessaires à la qualité d'accueil. Mais en tout cas, je partage vraiment avec le Rémi l'idée qu'on sortira de cette crise de la petite enfance par le haut, parce qu'il y a des gens comme toi qui veulent vraiment faire de la qualité d'accueil, et je crois que c'est vraiment ce qui vous rejoint dans votre groupement, c'est cette envie de bien faire, et je crois que les gestionnaires peu scrupuleux, c'est vraiment une minorité qui vient jeter le discrédit sur notre profession. C'est ça qui doit s'arrêter en fait. On a hâte de le voir, ce référentiel, n'est-ce pas ? Ça va vous donner d'ailleurs un peu de travail au Rémi, parce que je pense que c'est vous qui allez décliner le document pour vos adhérents. C'est un peu ça que vous faites, non ? Oui, oui. On a un site intranet en fait qui permet de mettre à disposition des adhérents différents outils comme les protocoles, les études des textes, des liens vers des avocats, etc. Moi, je connaissais pas très bien le Rémi. Tu sais que j'ai beaucoup géré de micro-crèches, mais j'étais moi à la Fédération française des entreprises de crèches, et je trouve que c'est intéressant de découvrir vraiment le Rémi comme on est en train de le faire, parce que je me rends compte que j'aurais pu en fait avoir une adhésion complémentaire, tu vois, même en étant à la fédération. Et maintenant je me dis c'est complètement autre chose, et ça aurait pu être chouette aussi d'avoir les deux. Donc merci pour la découverte. C'est très convivial en fait, très confraternel. C'est vraiment chouette ce que vous faites. Donc un grand bravo. Est-ce que tu veux dire encore quelques mots à tes adhérents ou à d'autres crèches qui vous connaissaient pas, donc comme moi, et qui peut-être découvrent le Rémi dans cette interview? Je voulais insister justement sur le fait que au sein du Rémi, effectivement, on peut être complémentaire de la FFEC. Là où on a notre petite touche qui est quand même supplémentaire, c'est qu'on s'adresse réellement aux micro-crèches. Chez le Rémi, on est vraiment dédié au secteur de micro-crèches.
Oui, c'est différent en fait. À la FFEC, on représente toutes les crèches. Vous êtes vraiment spécialisé. Vous êtes un plus petit regroupement parce que vous êtes spécialisé sur un petit segment en fait du secteur et du coup c'est vraiment complémentaire. Je pense il y a d'ailleurs une entente assez cordiale entre vous. Vous collaborez pas mal, je pense. C'est en plus c'est chouette quoi de voir que le secteur de la petite enfance c'est aussi pas mal de bonnes relations entre les différents acteurs. Et c'est ça qui va nous permettre, je pense, d'aller toujours plus loin. Moi, j'invite tous les auditeurs à aller voir le site du Rémi. Je crois que vous avez une campagne d'adhésion en plus tous les ans. Est-ce que tu peux nous donner le montant pour adhérer au Rémi pour une crèche ? Pour adhérer au Rémi, en fait, c'est 150 € pour la première microcrèche et ensuite 50 € par microcrèche supplémentaire. En sachant que la volonté, c'était justement de pouvoir rester accessible parce qu'on s'adresse justement à des gestionnaires qui sont à vraiment petite échelle, qui ont pour beaucoup des difficultés financières. Et donc, le souhait était vraiment d'avoir une cotisation qui puisse rester accessible à tous. Si je peux inviter tous ceux qui ont envie de nous rejoindre justement à venir rejoindre l'association du Rémi pour apporter leur force, pour qu'ils ne restent pas dans leur isolement, et puis pour pouvoir faire entendre notre voix et tirer les microcrèches vers la qualité. Vers le haut, bravo Delphine. Voilà, une belle découverte pour moi. J'ai appris aussi que récemment vous étiez partis en voyage tous ensemble avec les délégués régionaux et le conseil d'administration. Donc je vois que vous êtes hyper actifs, très investis. Vous faites des petits regroupements, des petits voyages, des visios. Vous êtes tout le temps sur le point en train de réfléchir. Très dynamique, très dynamisant. Je trouve ça assez génial. J'espère que les auditeurs vont autant apprécier cette découverte que moi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine interview peut-être. Et un petit coucou à tous les adhérents du Rémi. Au revoir Delphine. Merci bien, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.